Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission d'inspirer les entrepreneurs, les indépendants, les coachs à mettre leur santé en priorité. Dans ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de vous présenter un thérapeute que j'ai rencontré justement lors de ma toute première entreprise. J'avais créé un studio d'entraînement holistique en 2007 et ça a été une période assez intense pour moi et j'ai rencontré justement Yves Wauthier-Freyman qui m'a fait découvrir l'EFT. En effet, Yves est un précurseur dans la psychologie énergétique, dans les psychothérapies qu'il enseigne et qu'il pratique depuis de nombreuses années. Il est même l'importateur de bien des techniques venant des pays anglo-saxons qu'il a diffusées dans les pays francophones. Vous allez donc dans cet épisode découvrir un parcours extrêmement inspirant qui montre à nouveau le lien entre la mission de l'entrepreneur et sa propre carrière, sa propre vie, ses propres obstacles qui lui permettent justement, par monts et par vaux, de faire passer son message et de vivre son talent. Car pour avoir fait les formations avec Yves, Yves est un excellent enseignant et un excellent thérapeute. J'espère à nouveau que cette interview va vous inspirer et que vous pourrez vous aussi trouver des clés dans le récit que Yves va partager avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à contacter directement Yves sur les différents contacts que je partagerai en fin de cette interview. Et je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine, mais en attendant, bonne écoute. Eh bien, bonjour Yves, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour David. Donc, je suis très heureux de te revoir après, après un certain temps. Écoute, je vais bien. Là, je rentre de Bulgarie. J'ai donné 4 jours en Bulgarie sur coaching, mindfulness et compassion. Waouh, Donc c'était très très chouette, très intéressant. J'avais jamais été à Sofia. Je devais y aller avant le Covid et puis c'était tombé à l'eau à cause du Covid. Et donc c'était vraiment très riche comme rencontre et très apaisant forcément. bah oui, Ça fait beaucoup de bien. beaucoup de Voilà. bien, avec un auditoire en français ou en anglais? Alors, donc c'était en bulgare. Donc moi je parlais en français ou en anglais et c'était C'est ça. traduit. Donc il y avait deux traducteurs, une traductrice qui fait français-bulgare et l'autre qui est anglais-bulgare. Et donc C'est ça. voilà, je variais en fonction de l'état de fatigue ou pas de la traduction. C'est ça. Oui, oui, je me souviens que tu avais un jour invité Dawson Church à Bruxelles et qu'il y Oui. avait justement déjà ces conférences qui sont dans la langue, je dirais, de la personne, plus un Oui. traducteur. Et bien, écoute, moi, ça me fait très plaisir de t'avoir pour cette interview dans ce podcast qui a pour mission vraiment d'inspirer les entrepreneurs, les indépendants, les coachs, les thérapeutes à se Oui. prendre en main au niveau de leur propre santé, hein, parce que parfois c'est le jardinier, le, Le le, cordonnier. le cordonnier qui n'est pas toujours le mieux chaussé. Et donc, si tu le permets, on va revenir sur quelques éléments clés de ta vie, de ta carrière. Oui, ok. Et donc, tu as une enfance assez intense, assez dure, qui t'a permis, je me souviens, d'avoir débuté l'aïkido, puisque tu as eu, en tout cas, un de tes professeurs était le professeur de Shems en aïkido. Et Oui. puis, finalement, tu as débuté tes études en droit avec un bachelier, puis une licence en assistance morale laïque. Et en parallèle, tu as participé au Centre de réflexion Francisco Ferrer pendant près de 10 ans qui organisait des ateliers d'aide à la réussite de l'enfance en difficulté. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel a été le cheminement entre le droit, la relation d'aide et aujourd'hui ton métier de thérapeute et de formateur, mais on y reviendra par après. Bon, c'est clair, hein, c'est le fait d'avoir été. Bon, j'étais un enfant battu, donc et j'étais aussi un enfant HP qui a été bien cassé. Hein, donc, il y a ceux qui sont boostés, il y a ceux qui sont cassés. Donc, à 6 ans, par exemple, mon premier bouquin, c'était l'Odyssée, hein, c'était Homère. Ça, c'était mon livre de chevet quand j'avais 6 ans. Et puis, et Oui, oui, et le ballon rouge, hein, sur C'est l'autre ça, pour côté. faire Donc, l'équilibre. c'était les deux. Mais c'est vrai que j'avais été bien cassé. Donc, je me suis beaucoup intéressé très, très jeune à qu'est-ce qu'on fait sur Terre, pourquoi est-ce que je dois vivre ça, hein, qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère, comme disait l'autre. Oui, Donc, donc,
Et donc, ça m'a amené à déjà travailler sur tous les aspects un peu martiaux. Donc, je me suis intéressé très jeune au Japon, à Israël, à l'Allemagne, aussi tout ce qui s'était passé, tous ces conflits. Euh, et donc, j'ai développé une sorte de volonté de travailler beaucoup sur moi, sans être très attiré au départ par le monde psy, parce que j'avais subi des psys ça s'était pas bien passé quand j'étais tout petit, hein. En gros, Ouais, je me suis jeté sur une voiture quand j'avais 6 ans, je voulais vraiment mourir. c'est ça. Et Wow. mes parents n'ont rien trouvé de mieux que m'emmener en prison, donc ils m'ont emmené au commissariat local, ils m'ont foutu dans une geôle hein, avec le commissaire pendant 2 heures, je crois, pour essayer de me faire réfléchir. C'est ça. Et puis chez un psychiatre qui ne parlait pas, donc pour moi, je ne voulais pas en entendre parler. Mais j'étais intéressé par l'Asie, par les arts martiaux, donc j'ai commencé à faire des trucs de méditation assez jeune, j'avais 12, 13 ans, 14 ans et les arts martiaux que j'ai démarré plus ou moins à ce moment-là. Alors effectivement, l'aïkido, c'était un des grands, grands changements dans ma vie parce que ça a permis de calmer énormément de colère, Oui, de l'externaliser, surtout la retourner contre moi-même dans un premier temps. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre de me faire mal tout seul. Donc je me suis dit, je vais me calmer. c'est ça. Et Sur les donc, autres. et donc Aziz Belhassan, qui est septième dan hein, actuellement, qui est Shihan et septième dan, m'a beaucoup Ça, aidé ça grâce a à été ton ça. premier. Oui, oui, c'est mon maître principal. Alors, je continue encore à faire de l'aïkido, donc j'en ai fait moins, j'ai fait du jiu-jitsu, mais là, depuis quelques mois, j'ai repris l'aïkido ici en Alsace, hein, où j'habite. J'ai Bravo. trouvé un chouette dojo et donc je suis très, très heureux. J'ai aussi fait un peu de systéma C'est que ça. j'aime Oui. beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Mais si tu me permets, Alors, parce qu'on est oui. là dans les années. Ouais, on est dans les début des années 70, 70 et jusque fin des années 90, hein, 90. Oui, Donc, parce ouais, que là, on n'avait pas Internet, on n'avait pas, je dirais, le ouais. développement personnel. Donc, comment tu as fait pour toi, en tant qu'enfant, attraper comme ça ces informations sur l'Asie, et Ouais. finalement te rattraper à quelque chose avec ce peu de contacts, d'outils que tu avais à l'époque? Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, c'est que j'ai eu la chance, c'est que même si mes parents dysfonctionnaient complètement, ils avaient une bonne et une belle bibliothèque. Donc, moi, j'ai toujours lu. Donc, par exemple, je démarre ma journée, je prends presque 1 heure un bain tous les matins, mais il est 5 heures du matin, 5 à 6 heures, ou 5h30, 6h20, 6h30. Je prends 1 heure de bain et je lis. Donc, Waouh, à la fois, j'écoute la radio, les nouvelles, et en même temps, je lis un bouquin. Donc, ça, c'est tous les matins. C'est c'est ça. systématique. Donc je dors peu aussi, je dors 6 heures max, plutôt Ouais, 5 heures que 6 heures. Ça a toujours été comme ça, donc je n'ai pas besoin de plus. Donc ça, c'est une grande chance. Donc ouais, ça veut dire aussi que j'ai beaucoup plus de temps pour faire des trucs que j'ai envie de faire. Donc c'est vrai que c'est un avantage. tout à fait. Et donc dans les bouquins, j'étais intéressé par la mythologie. Il y avait en gros, il y avait un feuilleton qui passait à l'époque, télévision belge, qui était une coordination télévision belge, française et italienne, et grecque, je pense même, c'était l'Odyssée, hein, c'était avec Irène Papas, etc. Donc j'avais tellement aimé ce feuilleton que j'ai voulu lire le bouquin, c'est pour ça que je l'ai lu à 6 C'est ans, ça. et puis je Ouais, suis rentré là-dedans. Du coup, ces aspects un peu plus martiaux et à la fois les héros m'ont amené vers le Japon, parce que ouais. tout à fait dans la culture, et donc je me suis fort intéressé à ça, au Japon, au samouraï, et la culture japonaise, et toujours avec les mythologies. Donc, Mhm. c'est ça qui m'a amené au départ. Quand tu parlais du centre de réflexion Francisco Ferrer, c'est vrai que ça date de 1986. Ouais, Donc, c'est un centre que j'ai voulu créer à l'ULB, donc l'Université libre de Bruxelles, un centre de réflexion, mais à la fois de rayonnement. Et assez rapidement, avec notamment Freddy Tillmans, qui était bourgmestre de Bruxelles, qui est décédé il y a quelques mois, ouais, ouais, ouais. vraiment un de mes grands amis, quelqu'un que j'ai vraiment adoré. À un moment, en discutant avec lui de la ville de Bruxelles, il a dit, mais tu sais, il nous manque des choses, il nous manque un soutien. Et on a discuté de la notion d'atelier d'aide à la réussite. C'est-à-dire que non seulement il fallait qu'on puisse aider les enfants, donc c'est les enfants de la ville de Bruxelles, il y a 1300 enfants de la ville de Bruxelles qui sont aidés depuis l'époque, hein, donc depuis, Ouais, c'est pas en 86 même, mais c'est dans les années 90 que ça a démarré. C'est toujours le cas, donc ça continue à c'est ça. exister. Et donc il y Waouh. a à peu près 1300 enfants qu'on aide tous les ans. Enfin, moi je suis ressorti du système maintenant, mais en gros, le but, c'était de leur donner à la fois des écoles de devoirs et à la fois des ateliers où les enfants puissent s'épanouir. Donc, ça pouvait être un atelier théâtre, un atelier cuisine, un atelier lecture. Tu vois, donc, il y a aussi la créativité et l'imaginaire pour vraiment aider l'enfant
être dans un état de résilience, d'adaptation, pas de suradaptation, mais vraiment de pouvoir rebondir sur sa situation et lui construire des ressources. C'est Pas ça. uniquement dire tu dois, il faut, tu dois, tu devrais, tu aurais dû, mais aussi, OK, épanouis-toi, amuse-toi, Oui. découvre, etc. Tu vois, donc, ça c'est ce qui a été vraiment l'origine de ça. Et moi, j'ai glissé peu à peu vers la relation d'aide parce que le droit ne m'intéressait pas vraiment. Je voyais que c'était le côté argent et Mm. cassé. Voilà. Ce qui m'intéressait, c'était de trouver la faille, mais, Oui. euh, mais l'aspect humain était vraiment en dessous de Trop, tout. trop loin, Euh, oui. voilà, et vraiment pas pour moi du tout. Et donc, c'est vrai que je me suis fortement investi dans la laïcité en Belgique. Et donc, c'est là que j'ai développé toute une série d'autres projets comme l'accompagnement des enfants mourants, le Oui. maintien à domicile des enfants mourants avec l'hôpital des enfants, avec aussi le centre d'aide aux mourants, le CAM, ou Arimis, par exemple. Donc, des associations pour vraiment les aider à pouvoir les maintenir à la maison plutôt que les laisser dans un Oui. espace pas chouette, mais aussi des approches pluriculturelles, multiculturelles de la santé. Donc, expliquer au personnel de santé pourquoi telle famille de telle origine, par exemple maghrébine, a besoin d'être tous dans la chambre, et en même temps expliquer aux familles qu'ils doivent aussi laisser une intimité pour le soin. Donc, Oui. on a fait plein de projets de cet ordre-là. Même le SAMU social, même s'il a eu des petites mésaventures, le SAMU social pour aider les SDF, etc. Donc, il y a vraiment plein de projets qu'on a démarrés et qui étaient vraiment importants à mes yeux, qui m'ont donné beaucoup de sens. Et puis finalement, je suis vraiment allé vers la relation d'aide après avoir vécu un truc un peu compliqué de nouveau dans ma famille, qui m'a coûté très cher. J'ai tout perdu, quoi, en gros, en 98 et 98. Et là, j'ai eu 2, 3 années où j'ai eu du mal à me remettre. Et puis, euh, la maman de mes plus jeunes enfants m'a dit, mais Yves, tu as toujours été dans la relation d'aide, tu as toujours fait des projets. Euh, pourquoi tu n'offres pas ton métier? Et donc, c'est ce que j'ai Oui. fait il y a une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans. Tout à Voilà. fait, c'est ce qu'on voit un peu quand on lit ton CV sur ton site qu'on partagera en fin d'interview. Donc, tu vas Oui, débuter par l'étude du Reiki, puis de l'EFT. C'est là qu'on s'est rencontrés. Effectivement, oui, j'étais intéressé par cette partie dans mon métier sans vouloir devenir thérapeute. Je trouvais qu'il y avait une compréhension grâce à l'EFT de certains fonctionnements que j'utilise d'ailleurs toujours aujourd'hui, mais pour pouvoir justement décoder un petit peu les besoins de la personne. D'ailleurs, on va y revenir parce qu'à côté de l'EFT, tu as étudié l'hypnose ericksonienne, le MDR, le RIMAP, le TAT, la PNL, le Tipeee et j'en passe et d'autres. Et lors d'un bistrot mieux-être en 2014, tu expliques justement que le fait d'avoir étudié tous ces outils te permet d'avoir une grille de lecture qui s'adapte à la personne qui est devant toi. Et c'est oui, quelque chose que j'essaye aussi en tant qu'entraîneur nutritionniste de pouvoir proposer, c'est vraiment trouver non pas une formule toute faite, mais ce qui convient à la personne. Et donc, en thérapie, c'est ce que tu as fait ces 20 oui. dernières années, c'est trouver Oui. ces différentes pièces du puzzle. Oui, en gros, ce que j'ai observé, c'est que bon, forcément, j'ai dû travailler sur mes propres problèmes, puisque sinon j'étais en résonance avec mes patients, donc il fallait que je les traite. Et donc, euh, et donc j'ai réalisé que il y avait des traumas, puis des traumas simples, puis des traumas complexes, puis des troubles de l'attachement. Et puis dans les troubles de l'attachement, il y a encore des nuances. Et il y a aussi ce qu'on appelle les égostates, les états du moi, vraiment des sous-personnalités. Et donc, on a développé des approches vraiment intégratives. D'ailleurs, ça vient en partie du Canada. Donc, quand en 1997, j'avais accompagné ma fiancée de l'époque faire son mémoire sur le processus des hommes violents au sein du couple, j'avais découvert qu'il y avait des maisons de quartier où on assemblait tous les partenaires sociaux pour aider les gens pour qu'ils sortent de la rue, des SDF, etc. Et donc, j'étais revenu avec ça en Belgique. C'est ce qui a donné l'idée des ateliers de la réussite et des choses de genre. C'était faire des choses intégratives. Donc, ça C'est vient du ça. Canada, donc, en Voilà. tout cas pour moi. Et des potes m'avaient dit, mais ils ont 20 ans d'avance sur l'Europe par rapport à ça. Et je pense que c'est toujours vrai. Et donc, quand on travaille au niveau de l'humain, on doit avoir des grilles de lecture qui soient les plus complémentaires possibles, mais on ne peut pas avoir un protocole unique, c'est impossible. Ouais. On peut donner une sorte comment dire, allez, de guide, de guidelines, hein, pour pouvoir dire, bah, tiens, voilà, il faut sentir ça, mais après, on doit absolument s'adapter. Donc, si on est monobloc, si je suis que MDR, si je suis que analyse transactionnelle ou si je suis que TCC, hein, thérapie cognitivo-comportementale, ou que psychanalytique, eh bien, je ne peux pas aider quelqu'un, c'est impossible. Et j'en ai fait l'expérience moi-même, parce que j'ai fait des dizaines d'années maintenant de thérapie,
en essayant toutes les structures, et je voyais bien que mes traumas n'évoluaient pas. Mhm, mhm, Donc certains outils ont changé ma vie. Remap, par exemple, mhm. je suis le seul formateur francophone, eh bien Remap, en 20 minutes, ça a liquidé mon trauma le plus violent de mon enfance. En 20 minutes, j'étais à Albuquerque avec Steve Reed, en démo. En plus, j'y croyais pas du tout. Je me suis dit, je vais aller voir. Et donc, en 20 minutes, tout a sauté. Et je me suis dit, mais c'est pas Wow. possible, ça va revenir. Non, bah, c'était il y a 14 ans d'ici, 15 ans même, ça n'est jamais revenu. Donc, je me suis formé à ça. Puis, on a découvert les ego states, les sous-personnalités, vraiment les états du moi. Donc, le modèle IFS, c'est intéressant par rapport à ça, Internal Family System. Et puis, j'ai finalement créé mon propre outil qui s'appelle Self Emotional Balancing, qui Voilà. intègre tout ça, où on essaie justement d'amener les gens à pouvoir, quelle que soit leur structure de base, on leur apprend les bases du tapping, les bases des ego states, et puis comment on amène justement vers un passage vers... En gros, on revient vers la tête et on revient vers le corps. Donc, en C'est gros, on ça. ne peut pas travailler sans avoir les deux aspects. Quelqu'un qui dit je travaille que sur le corps, je pense que c'est impossible de guérir quelqu'un qui a des blessures, en tout cas des blessures d'attachement et qui sont souvent des traumas complexes et souvent Mm. même précoces. Et quelqu'un qui travaille que dans la tête, c'est impossible non plus. Parce qu'on ne peut pas demander à une partie qui s'est générée pour nous protéger, donc un programme, de réaliser qu'il est un programme, de se Mm. détacher suffisamment pour relaisser un accès à nous qui sommes toujours là. Donc, il faut passer un moment de nouveau par le corps. Donc, c'est vrai qu'on combine plein d'outils différents. C'est 7 ou 8 outils différents, c'est Mm. 3, 4 modèles différents qui sont intégrés et qui sont assez intéressants à faire. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment un accélérateur dans le travail. On voit, il se passe vraiment des choses. Donc, Tout à fait. Et justement, en préparant cette interview, parce que c'est vrai qu'on ne s'est plus vu depuis c'est un un petit paquet moment, d'années. et voilà, ça, c'est quelques années, mais je suivais toujours ton travail de loin, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'informations qui passent et c'est parfois difficile de tout suivre, mais j'ai découvert effectivement le CEP qui m'intéressait à savoir un peu plus, et je Oui. comprends maintenant effectivement avec toutes les expertises que tu as, de pouvoir créer des outils, finalement, une grille de lecture qui permet de répondre à un maximum de situations. Et du coup, assez vite, hein, dès 2005, tu as été directeur de la SBL GH Research, formateur conférencier international. Tu as été un des grands pionniers pour ramener énormément de techniques anglophones au niveau francophone. Je me Oui, souviens avoir traduit des articles oui. scientifiques anglais en français, justement, lors d'une collaboration qu'on avait eue. Et donc, comment, dans ton parcours, tu as très vite décidé de ne pas rester thérapeute, mais de devenir formateur, puis de créer une école de formation? Quel était ton objectif ou ta vision de ce que tu as fait ces Oui. dernières années? Bon, j'étais avec Brigitte Ansoul, hein, qui elle-même, Brigitte, elle est ingénieure physicienne, et puis, comme elle s'ennuyait dans le nucléaire, elle a décidé de faire psycho et en même temps psychanalyste. Donc, 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 quand on a découvert la psychologie énergétique, très vite, on a réalisé qu'il manquait une structure, il manquait un niveau, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'approche clinique, c'est-à-dire Mhm. la Mhm. réflexion, quel est le type de personnalité, de sous-personnalité, de pathologie, etc., ça n'existait pas du tout. Donc, par exemple, moi, je me suis reformé 4 ou 5 fois à l'EFT. Donc, ça a été au départ avec, par exemple, Caroline Dubois, puis je suis passé chez Tony Brasil, puis j'ai fait Michael Galvin à Paris, puis je suis retourné aux États-Unis me reformer, etc. Il n'y avait aucune approche clinique. Donc, il n'y avait pas d'apprentissage de qu'est-ce que c'est un trauma, qu'est-ce que c'est une Mhm. pathologie, un schizophrène, etc. On n'expliquait rien du tout de tout ça. Et donc, on a décidé de le faire nous-mêmes. On s'est dit, ben, il y a moyen de travailler sûrement sur ces sujets-là. Donc, on a commencé à développer ça. Et il y a effectivement 15 ans, notamment, j'ai un de mes amis qui est décédé maintenant, Jean-Claude Bogart, qui était psychologue. Il était vice-président de l'ANS. L'ANS, c'est l'Association nationale des communautés éducatives, avec Michel Dupont, qui est toujours président, je pense, de l'ANS. Et Michel était aussi directeur d'une institution qui s'occupe des personnes avec handicap physique et mental, Mhm. qu'on appelle double diagnostic. Et à l'époque, ils m'ont contacté en disant, Yves, est-ce que tu crois qu'il y aurait moyen de faire une formation dans ce type de public? Et puis j'ai simplement dit, bah, écoute, il suffit d'essayer. donc, donc on s'est lancé, hein, on a fait notre d'anglais. La première formation a été assez étonnante. Il y avait le docteur Tusselmans, qui était un psychiatre, qui était là. Il est décédé il y a quelques années maintenant, mais euh, en gros, je me suis retrouvé dans une institution, j'ai fait une journée d'initiation devant 40 personnes, EFT et TAT, et il y avait une personne qui était traumatisée dans la salle, je le voyais. Donc j'étais lui parler, j'écoute,
il me semble que tu es vraiment très stressé. Si tu veux, je fais des démos. Si tu le sens, tu es la bienvenue. Et en gros, elle était à la fois agoraphobe et claustrophobe. Il y avait vraiment un truc. Et quand elle commence à expliquer, elle explique que, en gros, elle était dans une institution et un membre du personnel a pété un câble, est rentré dans l'assemblée et a tiré au riot gun, a blessé 5 personnes. Il y a une personne qui est décédée. C'était 15 ans avant. Donc, ça rappelle, hélas, ce qui vient de se produire là au Oui. Texas. Là, et donc, il y a vraiment un truc qui s'est produit. Et donc, j'ai travaillé le matin pendant 1 heure sur elle, et puis, ou 40 minutes, et l'après-midi, rebelote. Toute la phobie, tout le trauma a été digéré. Et le psychiatre a vu ça. Ça faisait 15 ans qu'il accompagnait. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Donc, il était vraiment interloqué. Donc, il m'a envoyé des cas très, très farfelus. Donc, j'ai eu un gars qui est arrivé un jour avec son dentier en main, tu vois, en me disant, bonjour, je m'envoie, pas mettre mon gantelet en bouche, puis si je mets mon gantelet en bouche, je le vomis. Et moi, j'ai cru qu'on me faisait une blague. Tu vois. Je Oui. venais de m'installer à Assès, à côté de Bruxelles, à côté de Namur. Je me suis dit, c'est les potes qui me font une blague. Quoi. Donc, et donc, bon, j'aime beaucoup la thérapie provocatrice, donc j'ai été fait une provocation. Puis j'ai réalisé que le gars était très sérieux. C'est Donc, je ça. me suis occupé de ça. En gros, il était harcelé par son chef de chantier. Et donc, on a nettoyé ça. C'était assez vite. En 2 sessions, c'était terminé. Donc, en gros, même la première fois pendant la session, il a mis son dentier. Je l'ai distrait. Je faisais faire du tapping, etc. J'ai plaisanté, je lui avais donné une poubelle, tu vois, grillagée, puis je dis, écoutez, finalement, je vous donne une autre poubelle, parce que si jamais ça va faire perspirer, ce ne serait pas une bonne idée. Donc, je le distrayais, et pendant 10 minutes, il avait son dentier en bouche, il s'est rendu compte de rien. Et puis, au bout de 20 minutes, je lui ai dit, vous savez que ça fait 20 minutes que vous avez votre dentier en bouche, vous n'êtes toujours pas malade. Et donc, c'était le stress de son harceleur de chef de chantier. Donc, on a nettoyé ça, c'était terminé. Tu vois, ou une personne qui n'osait pas faire pipi en dehors de chez lui. Donc, il m'a envoyé des cas un peu, un peu bizarroïdes. Donc, bon, et des gens vraiment avec beaucoup de souffrance. Donc, on a pu liquider ça. Et donc, très vite, on s'est dit, mais on doit donner des formations parce que les gens ne savent pas l'efficacité de ces outils, que c'est intéressant. Évidemment, on peut combiner ça avec nos approches principales, ce n'est pas impossible. Mais donc, on doit expliquer aux gens que c'est trop incroyable. Tu vois, moi, 20 minutes, mon trauma le plus complexe en 2008, tu imagines, donc 2008, je suis né en 63, bah, ça faisait 45 ans, allez, Oui. pas 45 ans, ça faisait 40 ans que j'avais ce truc-là, j'avais 5 ans quand je l'avais vécu, 40 ans, j'avais tout essayé, j'avais fait de la psychanalyse, de l'MDR, de l'hypnose, même de l'EFT, j'avais fait des approches conversationnelles, TCC, Tipeee, rien n'avait servi, j'avais pas pu m'en liquider. 20 minutes, terminé. Donc c'est pour ça qu'on est rentré dans cette thématique-là, et que C'est j'ai ça. écrit notamment EFT clinique, par exemple. Oui, on va revenir effectivement sur ton côté entrepreneuriat et d'avoir justement créé plusieurs écoles au fur et à mesure des années, d'avoir été co-auteur de plusieurs livres. Mais si je reviens un instant sur ce que tu viens de dire, qui est tout à fait inspirant et passionnant, ça veut dire que euh, sur ces 20 dernières années, puisqu'on s'est rencontrés en 2008, maintenant on est en 2022, Oui, des traumas, il y en a malheureusement énormément. Ici à Ottawa, il y avait plus d'enfants en hôpital psychiatrique que de malades du Covid il y a 1 an. Donc effectivement, on oui, va devoir agir sur les générations futures. Et il faut savoir qu'ici, les enfants sont restés très très longtemps avec les masques dès l'école primaire. Et donc oui. effectivement, il y a toute une série de passages de l'enfance où justement le contact non verbal est important et a été modifié. Mais toi qui as vécu en fait cette évolution de la psychothérapie brève, de la psychologie énergétique, quel est l'état des lieux aujourd'hui? Parce qu'elle s'est fortement organisée, puisque tu as parlé effectivement de l'approche clinique, scientifique, rendue plus scientifique. Quand j'ai démarré ça, il y avait 6 études. Maintenant, il y en a plus de 100, 120. Donc, forcément, il y a beaucoup plus de recherches. Une des études très importantes qui est sortie il y a maintenant 4, 5 ans, c'était en Australie, hein, avec la Bond University, donc sur le craving, sur le manque, où effectivement, en imagerie cérébrale, on a bien montré que les zones du cerveau qui étaient activées par le manque se désactivaient par le tapping, hein, la stimulation des points. Donc ça, c'était le docteur Peter Stapleton. Hein, donc ça, c'est un élément qui, je pense, qui est très important. Il commence à y avoir des universités qui l'enseignent. Donc en France, je pense qu'il y a maintenant 5 universités qui ont intégré le tapping dans leur programme. Voilà, il y a d'autres institutions qui le font. Moi, c'est vrai qu'au niveau des institutions avec personnes avec handicap mental, maladie mentale, j'interviens régulièrement en Belgique
dans des institutions. Là, je suis superviseur dans une grosse institution du côté de Tournai. J'ai une autre institution là qui est Revive, celle où on avait fait la toute première, qui est dans limite Namur-Roi luxembourgeois. Voilà, ils vont me rappeler bientôt, semble-t-il. Donc, il y a vraiment un travail de fond qui est à faire. Donc, il y a vraiment des résultats assez étonnants, hein. Donc, il existe d'ailleurs une vidéo, si on tape IPRA, le nom de mon école, IPRA, Institution Handicap, mon nom, Yves Vautier. Il y a une vidéo de 20 minutes où il y a des témoignages, et Ouais. les 5 dernières minutes, c'est une démonstration. On voit un schizophrène qui est complètement activé depuis 3 semaines en institution, donc ils n'arrivaient pas à le calmer, ils avaient augmenté la médication, ça ne fonctionnait pas. Et j'avais suivi 2 patients chez eux, et la directrice me demande si je veux bien voir le patient qui se prénomme Aziz. Et vous allez voir, en 5 minutes, 6 minutes, il se détend complètement, on le voit, hein, on voit vraiment physiquement, il descend, et puis il le dit lui-même, il souffle, il dit, c'est du bien, vraiment. Alors Waouh. pourquoi il était activé? Il entendait les voix tout le temps, et les voix disaient tu l'as, la police s'en sent, donc le personnel commençait un peu à stresser. En gros, parce que il a vécu, de la maltraitance, il venait de l'origine de Marseille, et en gros, on l'avait déplacé de Marseille dans le Hainaut, donc, donc il se retrouve 1000 bornes, 1200 bornes plus loin. Donc il a perdu tous ses repères. Donc c'est Mhm. normal, son système de défense disait danger, la police s'en sent, il était hyper activé. Donc déjà, un, être dans l'humain, dans le lien, et puis deux, l'aider à reconnaître les parts qui sont là et faire lui-même les points, donc l'autonomiser. Et donc en faisant ça, en moins de 6 minutes, son système s'est complètement Ouais. détendu. Waouh. Donc c'est pour dire qu'il y a vraiment des choses très intéressantes à faire. Bon, il y a plein de pratiques, voilà, mais on peut aussi jouer sur la musique, on peut jouer sur la stimulation de points, sur le regard, le comportement, la façon de rephraser, donc de recadrer les choses. Donc, c'est une approche qui est globale. Mais en tout cas, il y a plein de choses à faire, hein. Donc, Qui reste à faire. C'était ma... invitez-moi, hein. Je viendrai avec plaisir vous aider, hein, vraiment, parce que c'est un de mes gros dadas, hein. Donc, C'est ce c'est que vraiment un... j'entends et je pense qu'on va en avoir besoin pour les générations futures par rapport à ces dernières années. On y reviendra par rapport aux conseils que tu pourrais donner par après aux entrepreneurs, mais ça donne de l'espoir parce que quand on voit effectivement encore ce qui s'est passé au Texas, on se dit mais tous ces parents qui ont vécu ça, il faut donner des outils, il ne faut pas laisser ça trop longtemps parce que ça va faire d'énormes dégâts et c'est rassurant d'entendre que au-delà de la médication, parce qu'effectivement, aux États-Unis, la médication antidouleur et autres a déjà donné des ravages, donc les antidépresseurs, je ne veux même pas savoir ce que ça peut donner, mais des outils qui, finalement, n'ont pas d'effet secondaire. Mais ici, il n'y a pas d'effet secondaire. Tu vois, tu parles des États-Unis, il y a déjà 10 ou 15 ans, c'était dans la revue Cerveau et Psycho, je crois, ou Psycho et Cerveau. J'avais lu un article sur une recherche qui avait été menée pendant presque 20 ans sur 19 000 enfants aux États-Unis. D'accord? Une recherche qui a été menée entre leurs 4 ans jusqu'aux 18 ans. D'accord? Et ils avaient comptabilisé qu'un enfant de ses 4-5 ans jusqu'à ses 18 ans avait vu aux États-Unis de l'ordre de 10 000 meurtres à la télévision. D'accord? Et c'était les débuts de la recherche sur l'influence des jeux vidéo, qui effectivement, dans les jeux vidéo, on voit bien que dans le développement cognitif, il y a une impossibilité de construire la relation de cause à effet. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'actes violents que ça banalise la violence et que l'enfant ne réalise pas que si je donne un coup, ça fait mal en réalité. Donc il y a plus d'interprétation. Et ça a été le début des tueurs en série ou C'est ça. qui ont aux États-Unis, qui effectivement se sont déplacés peu à peu, parce qu'au fur et à mesure de ces jeux qui étaient de plus en plus violents, il y a une forme de banalisation, et c'est comme dans un jeu, quoi. Je suis en train je fais du tir au C'est pipe, ça. hein, comme si Oui. j'allais, et il n'y a plus de relation, donc il n'y a plus d'empathie du tout, il n'y a pas de compassion construite. Et le masque dont tu parles, c'est exactement ce qui s'est passé. On a déjà des réactions. Je me rappelle dans une crèche là, ici, où j'étais intervenu, je connaissais des gens, eh bien, le fait d'avoir, quand ils ont enlevé les masques, il y a des bébés qui ont commencé à pleurer parce qu'ils ne reconnaissaient plus les puéricultrices. Ah oui. Donc après un an de masque, là, donc imaginez, c'est un peu comme si on fait style fait, c'est pendant un an, hein, si je fais comme ça. Donc, il n'y a plus de relation, il n'y a plus d'interaction. J'apprends pas, hein, si vous regardez l'expérience du style fait sur Internet, sur YouTube, hein, c'est une vidéo, c'est intéressant. On voit vraiment une maman qui ferme son regard. Le bébé va chercher à attirer son attention par toutes ses capacités à mobiliser l'attention. Des cris, montrer, pointer du doigt, aller, etc., bouger. Et puis, à un moment, il s'éteint. Donc, il se laisse Bon. mourir. Donc, effectivement, en termes de construction de l'empathie et de la compassion, qui font partie
normalement nos qualités de base, eh bien, ça va avoir des conséquences assez importantes. Donc, il faut compenser ça, évidemment. Je mettrai le lien de la vidéo dont tu viens de parler avec la démonstration, et je mettrai aussi le lien de ton bistrot bien-être de Oui, 2014, parce que je trouvais qu'il était vraiment intéressant, et tu parles justement de compassion et de bienveillance comme oui. étant un élément très très important pour toi, pour ton développement. Et avant d'échanger avec toi sur les routines et les actions que tu fais au quotidien en dehors du bain matinal dont tu viens de nous parler, tu es aussi poète. Comment la poésie t'a Ah, permis justement à... Est-ce que c'est une soupape? Est-ce que c'est un moyen d'expression? Est-ce que tu l'as depuis longtemps, cette capacité d'exprimer sur oui. papier? Alors, mais donc, en effet, j'avais ça depuis que j'étais tout petit. Et C'est donc, ça. ça vient de l'Odyssée. Hein. Donc, le livre L'Odyssée est écrit en prose. Hein. Donc, il y a plein de. Voici venu l'aube aux doigts de rose, etc. Donc, c'est vraiment des vers, des tout premiers vers de l'Odyssée. Et donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et donc, je trouvais que c'était une façon d'exprimer les émotions avec beaucoup de délicatesse ou de pouvoir aider les gens à se reconnecter avec des émotions là où ils ont parfois des difficultés à exprimer. Et donc j'avais beaucoup écrit, et puis j'avais arrêté entre mes 17 18 ans jusqu'à mes presque 30 35 et puis quand j'ai eu 35 ans, j'ai vraiment un gros truc de vie. Là. J'ai même failli me retrouver en tôle, ça a été vraiment assez violent. Ma mère est perverse narcissique, donc j'ai dû vraiment payer très cher. donc, Mhm. et là, j'ai recommencé l'écriture pour justement ne pas devenir dingue. Donc j'ai C'est recommencé à ça. écrire des poésies. Et puis j'ai un ami qui m'a proposé d'exposer chez lui. Oui. Voilà. Et à l'époque, j'avais plus un bal. Hein. J'étais quasiment sous les ponts. Et il me restait l'équivalent de 900 euros, on va dire. Donc peut-être allez, un petit 1000 $. Et puis le gars me dit, mais Yves, je t'inviterais bien à exposer chez moi. Mais je dis, mais moi, j'ai rien trouvé sur Internet. Il me dit, ben oui, mais j'ai un pote qui a des ordinateurs, on peut installer dans le hangar. Et donc j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est un signe. Donc j'ai consacré ce qui me restait d'argent à créer des grandes pièces qui faisaient 1,5 m de haut sur 1 mètre de large, en utilisant des images, les textes je cassais le rythme de lecture pour créer un rythme de lecture, grillagé avec une lampe au milieu qui donnait un éclairage. C'était un truc un peu particulier. J'ai fait 12 pièces comme ça. Puis le gars m'a dit, mais Yves, il faudrait que tu dois les vendre, quoi. Alors à l'époque, je me suis dit, à combien je vendrais ça? Et donc j'ai réfléchi, je dis, bon, peut-être 300 euros. J'ai tout vendu le soir même et Wow. j'ai eu l'équivalent de 10 000 € de commande. Donc ça m'a permis de manger pendant un an. Ouais. Donc là, tu dis, c'est des signes du ciel. Tu vois, Oui, tout à fait. donc, euh, donc du coup, ben, l'écriture est restée. Donc j'ai aussi observé que beaucoup de gens n'arrivaient pas à exprimer leurs émotions et j'avais cette faculté de catcher ce qu'ils vivaient et de le remettre en mots. Et donc j'ai écrit comme ça plein de textes pour des personnes qui me le demandaient, pour une difficulté entre frères, C'est ça. une relation, la mélancolie, des trucs comme ça. Et donc j'ai fait plein de textes. Donc c'est vrai que j'ai un site de poésie. Hein. Ouais. J'ai maintenant, je pense, c'est 4 recueils, je crois, peut-être Ouais. 5, 4 recueils de poésie publiés, quasi auto-publiés. C'est pas auto-publié, mais c'est pas une grande maison d'édition, mais voilà, c'est pour partager. Donc j'ai C'est décidé de le ça. faire. Et c'est quand les gens, en gros, quand j'ai fait l'exposition, plein de gens sont arrivés et ont dit, mais c'est moi ça. C'est ça. Donc, et c'était vrai. Je dis, ben oui, j'ai écrit ce poème pour toi. C'était vraiment marrant. Donc, certains se sont reconnus. Et Waouh. donc, ça a donné du sens, pour essayer justement de déposer des choses. Voilà. Et du coup, j'ai une question qui arrive là. Ces ressources que toi, tu as eues, tu penses que chacun de nous avons ces ressources ou qu'est-ce qui fait la différence entre la personne qui va pouvoir les faire ressortir? Parce que Ouais. j'ai vu justement dernièrement un article d'un précédent invité que j'avais interviewé et qui parle justement de l'antifragilité, que tout le monde a ses ressources, mais que parfois on a un, une auto-critique qui nous empêche d'exprimer ces ressources. Penses-tu effectivement qu'on a tous ces ressources et qu'il faut parfois l'aide éventuellement d'un thérapeute pour faire rejaillir une ressource Oui. personnelle? Donc, dans la théorie des ego states, c'est les états du moi, on a un accès au self. Le self, c'est donc l'espace qui est spontané, où on est dans l'empathie, la compassion spontanée, la curiosité, la clarté,
le courage, on essaie des trucs nouveaux. Quand on est enfant, hein, on essaie des trucs nouveaux, on ne se demande pas si on va se péter la gueule, on essaye. Si on se pète la gueule, on dit bon, on apprend. Donc il y a une série de qualités. En gros, c'est la curiosité, la créativité, la connectivité, le calme, le courage, la clarté, la compassion, la confiance en soi. Et ça, c'est vraiment un socle sur lequel un enfant se construit, pour autant que dans son environnement, on lui donne la sécurité émotionnelle affective, ce qu'on appelle l'attachement. Si les parents sont aimants, ni trop ni trop peu, ben l'enfant, il ne se pose pas la question de savoir s'il est aimé, il le sait, il le sent, il le vit, et il découvre le monde. Tu vois. Donc le but, c'est redécouvrir cet espace-là. Donc c'est vrai que certaines personnes n'y arrivent pas parce qu'ils continuent à être attaqués, bombardés, et ils ont vécu des trucs peut-être un peu trop violents, maltraitance, négligence, abus, des deuils prématurés, etc. Mais la blessure, enfin, comment dire, c'est pas la blessure, l'espace ne disparaît pas, il est juste recouvert par des blessures et on n'y a plus un accès direct. Donc, le but de la thérapie, c'est d'aider à dégager ça et de revenir vers le self et pas les parts, les fameux programmes, les sous-personnalités qu'on a développés pour survivre à la situation. Donc, l'autosaboteur, l'autocritique, ça fait partie. C'est une partie qui dit « Oh là, il faut bien réfléchir, hein. » Il cherche à protéger, mais il ne réalise pas qu'à un moment donné, il devient lui-même dysfonctionnel parce qu'il prend trop de place. Donc, quand on a ce qu'on appelle des pompiers, des parties qui veulent couper la souffrance, pour protéger la partie blessée qu'on appelle un exilé, qui portait une souffrance, l'angoisse, l'anxiété, la tristesse, la peur, la colère parfois, eh bien, ces pompiers, ils vont se remplacer. Ok, je bois moins, je fume plus, je fume moins, je mange plus, je mange moins, je fais plus de sport, je fais moins de sport, je travaille plus. En gros, tu vois, c'est TOC, rumination mentale, addiction, phobie, comportement excessif. Et alors, on a des parties managériales très contrôle qui débarquent à un moment quand ces pompiers prennent trop de place. Ils disent, oh, tu bois trop, tu fumes trop, tu manges trop. Alors, ça peut venir de l'extérieur, hein, la famille, les copains, le boulot, ou ça peut venir de l'intérieur. Je me rends compte que ça dysfonctionne. Et là, il y a une lutte. Ce qui peut même amener ce qu'on appelle des polarisations, la procrastination. Une part de moi, par exemple, voudrait bien se mettre en avant en faisant des choses parce qu'elle a besoin de reconnaissance. Et une autre part de moi va dire non, 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 elle a aussi été blessée, elle a été humiliée, elle va dire non, on ne se met pas en avant, on reste bien discret, on va encore te dire que ce n'est pas assez bien ou que c'est moche ce que tu as fait. Et du coup, on a ces programmes qui tournent, ce qu'on appelle les sous-personnalités. Donc, on peut avoir des sous-personnalités multiples, des associations multiples qui vont se défendre les uns les autres contre d'autres blessures et leurs protecteurs. Tu vois, et donc, on a un monde intérieur qui est assez vaste. Donc, c'est vrai qu'en termes de thérapie, pourquoi est-ce que certains le développent mieux que d'autres? Ça va dépendre parfois de la chance de croiser un mentor, quelqu'un qui va représenter une ressource. Par exemple, pour moi, c'était mon grand-père. Hein, mon grand-père maternel est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé parce qu'il m'a emmené avec lui dès mes 5 ans faire du cheval. Donc, j'ai fait beaucoup d'équitation. Il était instructeur de cavalerie à la gendarmerie en Belgique. Il était maître d'armes. Donc, il était à la fois cadrant, mais à la fois très, très aimant. Et donc, je partais régulièrement en Gaume. Et donc, il m'a énormément aidé. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Et je pense que c'est ça qui m'a aussi donné cet amour un peu des arts martiaux, tu vois, maîtriser le sabre, le corps, faire de l'athlétisme, du javelot. Enfin, tu vois, j'ai fait, et des éléments sur lesquels te raccrocher, parce qu'il faut quand même avoir un minimum de ressources étant enfant pour pouvoir respirer. Voilà. Mais maintenant, on n'aurait pas eu cette chance, ou on n'a pas cette chance, c'est réparable, mais ça va demander peut-être un temps différent. Mais actuellement, enfin, je ne travaille quasiment que sur ce type de cas. Il y a énormément de réparations qui sont faites. Simplement, ce qui va se produire, c'est que parfois, on doit chercher la bonne porte d'entrée, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut une boîte à outils qui est très large. Si je suis monorail, je vais être bloqué assez rapidement avec un outil, alors que si j'ai plein de boîtes à outils, ben, j'apprends à m'adapter. C'est de nouveau de la résilience, et de la résilience thérapeutique, c'est-à-dire que je vais utiliser les outils qui sont les plus pertinents au moment X, de façon à développer la personne et à l'autonomiser. Ce qui est derrière tout ça, c'est toujours l'autonomisation. C'est vraiment que la personne arrive à s'occuper d'elle-même. C'est ça le self. Hein. Je me fais du bien, je suis bien traitant vis-à-vis de moi, je peux être dans la compassion, c'est-à-dire l'amour inconditionnel vis-à-vis de moi, et je développe cette capacité-là. Tu vois. Donc, ça, c'est... En gros, les outils permettent de réparer, enfin, comment dire, de digérer l'impact émotionnel négatif, mais après, il faut réparer la blessure. Et la réparation, pour moi, ne passe que par la compassion. C'est tout ce travail d'amour qui peut réparer. Parce que normalement, c'est ce qu'on aurait dû avoir quand on était enfant de nos parents et qu'on n'a pas eu, ou on n'a pas eu la chance d'avoir, ou pas correctement. Et donc, tu le dis, tu réponds à ma question par rapport tout le monde a ses ressources, mais tout le monde n'a pas spécialement les mêmes, je dirais, les mêmes couches, et donc tout est réparable, mais voilà, ça va dépendre de chaque cas, et donc du coup, d'avoir la bonne grille de lecture
dont tu parlais tout à l'heure pour Oui, pouvoir et, adapter telle problématique avec telle personne à tel moment avec tel outil. oui. C'est ça. Et donc, du coup, aussi le temps, c'est-à-dire qu'il y a un tempo, donc on a trouvé un rythme, on ne doit jamais forcer. Tu vois. Si tu forces, tu renforces la Mm. résistance. Donc, par exemple, paradoxalement, c'est un exemple que je donne souvent, il y a quelques années, j'ai eu deux moines zen en thérapie. Tu vois. Un qui avait basculé dans l'alcool, on peut dire, mais c'est complètement dingue, mais Oui. c'est logique. D'abord, c'était des Occidentaux, ce n'était pas des Mm. Asiatiques. Et en tant qu'occidental, ce qui se passe, c'est que dans la formation en mindfulness, beaucoup de formations disent au début, on doit un peu se forcer. On va faire 5 minutes, puis 10 minutes, puis un quart d'heure, puis 20 minutes. Donc, on donne vraiment une sorte de cadre qui est un peu rigide, mais qui ne correspond pas du tout aux besoins du système de la personne. Si j'ai un attachement sécure, si je n'ai pas de trauma, il n'y a évidemment aucun problème avec ça, ça devient de l'autodiscipline. Mais s'il y a des blessures un peu complexes, le fait de forcer parfois, c'est-à-dire de ne pas écouter mon besoin de j'ai pas envie, ça réactive les blessures ou on Mm. nous a forcé à nous faire des trucs pour notre bien. Et à un moment donné, ben, que se passe-t-il? On jette le bébé avec l'eau du bien, avec Ouais. l'eau du bain. Donc ça provoque un truc qui fait qu'il y a des pompiers qui vont augmenter et donc je bascule vers l'alcool, la bouffe ou des Ouais. trucs particuliers. Donc c'est bien comprendre comment ça fonctionne. Tu vois. Et donc du coup, repérer, apprendre à la personne à repérer ça, ne pas forcer, on essaye, mais on ne force pas. C'est Donc ça. c'est-à-dire qu'on doit revenir aussi vers soi. Alors évidemment, l'attachement va être très très impactant. C'est-à-dire que le style d'attachement change tout dans la façon de travailler. C'est ça. Et quand Donc, tu parles de changer sans forcer, ben on retrouve la philosophie taoïste du yin et du yang, c'est de pouvoir trouver exactement, justement le juste milieu. exactement, Et, exactement. et du coup, dans cette deuxième partie, Yves, en tant que thérapeute, tu dis lors de ce bistrot bien-être, on va croire que tu vas au bistrot tous les week-ends, mais je mettrai la référence de la vidéo comme ça. On buvait pas, je vous jure. Voilà. Tu dis que le travail de fond et d'introspection est très très important pour le thérapeute et ne s'arrête jamais. Tu parles de ton Oui, propre travail et c'est vrai pour avoir eu des coachés qui ont fait l'une de tes écoles justement en formation, ben, il y avait beaucoup de travail en tant que thérapeute à faire sur soi-même. Et d'ailleurs, Willy Morer a pour Samira et moi été une référence justement dans les auteurs qu'on a lus sur justement cette qualité thérapeutique. oui. Penses-tu que le travail que tu as fait dans ce processus t'a aidé aussi en tant qu'entrepreneur pour avoir des écoles, pour être auteur, co-auteur? Et que fais-tu aujourd'hui pour justement pouvoir gérer ton rôle de formateur, de thérapeute, d'homme, d'entrepreneur? Donc, bien sûr, oui, bien sûr, tout ça m'a aidé parce que sinon, ben, j'aurais pas pu, tout simplement. Hein. En gros, ça aurait été des pompiers, hein, Mmh. travailler, travailler, Oui. travailler, travailler, travailler pour essayer de donner du sens, mais à l'intérieur, ça aurait été vide. Mmh. Donc, il fallait trouver un équilibre entre la compassion, l'amour, la bientraitance, la bienveillance vis-à-vis de moi, ma famille, mes enfants, mon environnement, les collaborateurs, les patients, etc. Oui, Donc, c'est ça. donc c'est un travail qui n'est jamais fini. En gros, ce qui est important, c'est quand on travaille avec quelqu'un, même comme ça, hein, en train de parler ensemble. Bon, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais depuis le début de l'interview, je suis en train de tapoter les points. Tu vois, donc, si vous regardez la vidéo, vous verrez que je suis tout le temps occupé. Pourquoi? Parce qu'il est possible que tu nommes quelque chose qui pourrait me toucher, Oui, et ben, c'est une façon de prendre soin de moi. Ou si tu parlais de mon enfance, tu vois, ben, c'est réflexe, je prends soin de moi, j'évite de me charger par un réseau émotionnel qui pourrait ne pas être nettoyé, et du coup, ça me permet tu vois, de ne pas basculer. Et je te donne un exemple, il y a 10 ou 12 ans, lors d'une formation que je donnais à Therapeutia, donc c'est avant IPRA, c'était mon école avant IPRA, et il y avait une participante qui était très très touchée par un exercice, et donc j'ai vu que ça n'allait pas du tout, donc je suis venu pour aider l'apprenti thérapeute, et la personne était vraiment complètement prostrée, se cachait derrière ses cheveux, donc il n'y avait même pas de contact regard. Donc j'ai commencé à chercher le contact regard, hein, donc j'ai fait un peu de thérapie provocatrice en disant ah ben voilà, hein, ça y est, hein, tous les ans c'est toujours la même chose, je faisais du tapping, je vérifiais qu'elle faisait du tapping, il y a toujours bien un étudiant qui me ridiculise devant tout le monde. Tu vois, donc, et donc du coup il y a un œil qui s'est levé, parce que tu vois, c'était évident à son propos, mais le fait que je parlais de moi, hein, c'est comme si je l'écoutais pas. Du coup il y a un œil qui s'est levé, je dis, c'est encore bien ma chance. J'ai en plus, je parie que tu n'as jamais ri dans ta vie, je parie que tu n'as même pas les zygomatiques pour rire. Enfin, donc j'ai commencé à faire des trucs tout en tapotant. Et évidemment, mon regard était complètement différent de ce que j'exprimais. J'étais tout sourire, avec un grand sourire, alors que je disais un truc, voilà, ça y est, je suis encore ridiculisé. Tu vois, je suis encore ridiculisé, etc. Et donc à un moment donné, tout en tapotant, la personne tapotait, à un moment, elle s'est redressée, elle a dit, ah, mais c'est dingue, je viens de me souvenir
que quand j'étais bébé, on m'appelait le bébé rieur. Donc, une ressource était remontée toute seule. Et 5 minutes avant, elle voulait se suicider, elle voulait vraiment mourir. Il y avait un truc, il y avait une partie blessée très profonde qui était remontée. Et donc, on a joué avec ça. Donc, pourquoi je te parle de ça? Parce que quand j'ai travaillé un petit peu avec cette étudiante à un moment donné, j'ai réalisé, en gros, elle était maltraitée par son compagnon, qui l'enfermait chez elle, dans son propre appartement, avec ses propres clés, et le mec se cassait avec les clés. Donc, il y a une partie guerrière qui s'est réveillée en moi. Je me voyais très bien enfourcher, tu vois, mon grand cheval blanc, mon destrier, et aller un peu expliquer au mec qu'il y a une différence entre les femmes et les hommes, et que j'aurais bien voulu voir s'il allait se débrouiller de la même manière avec moi. Donc, vraiment, dans ma tête, je me suis vu aller, lui, le puncher, quoi. Évidemment, c'est pas, c'est pas à faire. Et je me suis dit, tiens, Yves, là, il y a un truc qui s'active chez toi, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, j'ai appelé à l'époque Steve Reed, mon formateur en remap, et je lui ai dit, écoute, Steve, je pense que j'ai une résonance, il se passe un truc. Effectivement, c'était un souvenir d'enfance où j'étais maltraité, et effectivement, j'avais toujours le profil, quand j'avais un pote qui se faisait attaquer en cours de récréation, je me mettais tout le temps au milieu, j'allais protéger. Moi, je m'en fichais de recevoir des coups, je me coupais. Et donc, c'était le même processus qui s'était déclenché, que je pensais nettoyer, mais il y avait une couche, c'était, c'est une part qui ne supportait pas qu'on attaque quelqu'un de plus faible, et donc, qui, à ce moment-là, passe en mode fight, flight, freeze, en l'occurrence fight, je passe en mode combat, et je vais aller régler le problème. Évidemment, ce n'était pas mon job. Donc, j'ai fait quelques sessions pour traiter ça, et puis j'ai référé la patiente en disant, écoute, je dois d'abord moi-même travailler sur ça, parce que je ne pourrais pas t'aider efficacement, parce que je suis en résonance avec une partie de ce que tu expliques. Et ça, bon, je te remercie parce que ça m'a obligé à aller bosser sur ces aspects-là, que j'ai nettoyé depuis. Et elle, je n'aurais pas pu l'aider. Donc, j'ai référé vers quelqu'un qui n'avait pas cette même résonance, qui l'a aidé très, très bien. Et voilà, elle a fait sa vie de façon très chouette. C'est juste pour dire que, forcément, on doit être conscient de ce que nous ressentons, nous vivons, à quoi nous raisonnons, pour ne pas être dans le jugement. Pas de jugement. Donc, accueillir quelqu'un, quelles que soient nos valeurs, de façon complètement ouverte. Tu vois? Et donc, ça veut dire aussi qu'après, tu mets en place des mécanismes pour t'occuper de toi. Donc, moi, le matin, le bain, la lecture, je tapote, donc voilà, régulièrement, je le fais, tu vois, même pendant cette interview, alors que je ne suis pas stressé par rapport à toi, ni par rapport à l'interview, mais voilà, c'est un réflexe de précaution, donc je le fais. Je vais je fais du sport, je pratique encore des arts martiaux. Là, j'ai donné 4 jours de mindfulness en Bulgarie, donc tu vois, je fais des pratiques de méditation, sur la compassion d'ailleurs, c'est que des pratiques compassionnelles, pour arriver à ce qu'on appelle la pratique Tonglen, qui est vraiment une intention de prendre les charges négatives à notre contact, les transformer en amour inconditionnel qu'on renvoie à l'univers et forcément à soi-même. Donc, c'est vraiment des pratiques qui sont un peu plus high level, entre guillemets. Donc, voilà, tout ce type de pratiques-là. C'est aller se promener dans la nature, enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est aller se faire masser si vous aimez me toucher, enfin bref, c'est prendre conscience de ça. Et ce sont des activités que tu pratiques de manière systématique ou tu attends d'en avoir besoin? Alors, il y a des choses que je fais systématiquement parce que j'aime ça et ça me met de bonne humeur pour démarrer ma journée. Donc, mon réveil, le bain, la lecture, ça me met de bonne humeur. Et puis, très régulièrement, par exemple, je vais promener le chien parce que comme ça, j'aide ma partenaire et c'est plus cool. Et moi, ça me fait du bien. Je sais que je vais déjà me faire 2 kilomètres à pied dans les champs. Je suis à côté des champs, donc c'est facile. Moi, je fais 400 mètres, je suis dans les champs. Donc, hop, je pars dans les champs. Voilà, je promène toute la semaine là, il y a le chien, les chats qui suivent, bon, bref, c'est les promenades quotidiennes, tu vois, donc ça me fait du bien. J'adore la nature, j'adore les arbres par exemple, donc si je peux aller dans la forêt, je vais le faire tout de suite, je suis vraiment en connexion. Donc c'est pas uniquement quand j'en ressens le besoin, si j'essaie de le faire de façon plus systématique pour me faire du bien, et puis parfois, voilà. Oui, parce que sinon tu es tout le temps en train de répondre, c'est action, réaction. Donc, c'est plutôt, non, écouter vraiment tes besoins de nature, tes besoins naturels, et être en équilibre. C'est chercher l'harmonie. C'est ça, et ça, c'est venu justement avec ton travail d'introspection en tant que thérapeute, mais évidemment, ici, on s'adresse à tout type d'entrepreneurs et d'indépendants. Et effectivement, tu l'as dit, tous ces éléments-là t'ont permis de ne pas surtravailler qui aurait pu être un des pompiers. Et fatalement, c'est malheureusement le quotidien de certains entrepreneurs qui, effectivement, ont cette peur du manque, cette peur d'avoir assez, et du coup, qui vont sur-travailler. Mais on sait que Oui, en réalité, c'est un mauvais calcul parce que que j'ai eu aussi un moment dans ma vie, j'ai fait ça aussi, je travaillais. Et puis à un moment donné, on n'est plus rentable. C'est-à-dire que les heures qu'on passe à travailler ne rapportent rien parce qu'on est épuisé, on n'est pas clair,
et donc on est dans la confusion, on n'est pas dans le self, en l'occurrence, et donc du coup, on perd beaucoup de temps. Donc c'est vrai qu'il y a des techniques, je ne sais pas, par exemple le cross-crawl, on fait des Oui, cross-crawl, je le donne par souvent exemple, comme celui-là. voilà, mais dans certaines écoles, toi, au Danemark, par exemple, je pense en Finlande, en Suède, ils enseignent ça dès les maternelles. Mhm. Entre chaque cours, il y a 1 minute, 2 minutes de cross-crawl. L'enfant, du coup, reste mieux, les hémisphères restent mieux connectés, ils apprennent mieux, il y a moins de stress, il y a moins de fatigue, et donc ils étudient moins. Donc en tant qu'étudiant, ben, au lieu de me dire je me tape 6 heures d'affilée devant mon écran, puis je bouffe de la matière, toutes les heures, il vaut mieux bouger son Mhm. corps, marcher, parce qu'on active les deux hémisphères, faire du cross-crawl, boire de l'eau, bien s'oxygéner, parce que ça va nous aider à être plus efficace. Et au lieu de travailler peut-être 6 heures, j'en aurais peut-être besoin que de 4. C'est ça, Donc, exactement. on gagne du temps, et donc l'idée de je perds du temps, c'est complètement faux. On peut Mhm. investir du temps sur le bien-être pour justement être plus efficace, et on gagne du temps sur sa journée. Et en plus, en fin de journée, on est moins stressé, on est de meilleure humeur. Donc on peut mieux profiter de sa soirée, mieux profiter aussi de son sommeil pour récupérer, plutôt que de devoir essayer de vider le stress pendant le sommeil, ce qui fait que le matin, on est encore crevé. Donc il y a plein d'éléments comme ça. Tout à fait. Et justement, une dernière chose avant de te demander quels seraient les conseils que tu pourrais donner justement aux entrepreneurs. Tu parlais de ton sommeil tout à l'heure, dont tu n'as pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Et Oui. venant de terminer une formation justement en génétique sur la nutrition et les besoins physiques, effectivement, on a un gène qui permet de définir si tu es un grand dormeur ou un plus petit dormeur. Il y en a qui ont besoin de moins de 7 heures. C'est quelque chose que tu as peut-être acquis durant cette période où tu n'étais pas, je dirais, aligné comme aujourd'hui, mais aujourd'hui, tu sais que 5-6 heures, ça te suffit, tu as des marqueurs comme ça qui te permettent de voir Euh, si tu as bien en gros, récupéré. ça a toujours été comme ça, hein. C'est Donc, ça. depuis que je suis bébé, hein, donc, je me rappelle quand mon grand-père, parfois on allait chez mon arrière-grand-mère en Go, mais alors, bon, à l'époque, on dormait dans le même lit, il n'y avait pas de problème incestueux, hein, donc c'était Oui, vraiment bien sûr. mon grand-père. Mais tu sais, on avait 1 mètre de couette au-dessus de soi, on ne savait pas plus bouger, on était complètement écrasé. Il n'y avait pas de chauffage dans les chambres, les fenêtres étaient ouvertes, il n'y avait pas d'eau chaude, hein, donc moi je me Oui, rappelle, oui. on cassait la glace dans les baquets pour se nettoyer le matin, donc je suis pas vraiment frileux. Donc, Je et donc, comprends. je me rappelle, mon grand plaisir, c'était, j'entendais mon grand-père qui vers 5-6 heures commençait à bouger pour se lever. Et moi, j'attendais qu'il soit debout, habillé, puis je faisais bonjour, bon papa. Alors je l'entendais rondidu, 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 parce qu'il cherchait à ce que je m'endors. Et puis du coup, il devait m'habiller et je partais avec lui dans le village, à Génial. la ferme, chercher le lait. J'ai des souvenirs incroyables. Donc ça a toujours été comme ça. Donc en gros, si je dors 3 heures et demie, je suis dans le même état que la veille. Si je dors 4 heures, 5 heures, j'ai récupéré. Et puis si je dors 5 heures, 5, 6 heures, voilà, je C'est suis la plutôt grasse en mat. forme. Je suis Oui, plutôt en c'est forme. ça. Oui, pour moi, c'est une grasse mat, hein. 6 Ouais. heures, c'est une grasse mat. Donc voilà. Donc tu vois, c'est juste pour dire, voilà, c'est comme ça. Donc Tout à fait. j'ai cette Et chance. comme Et je te si je veux aller dis, dormir plus tôt, je vais me réveiller plus tôt. Donc c'est ça, ça me et comme je te le dis, on peut le mesurer aujourd'hui avec des Je ne marqueurs savais pas ça. génétiques et voir qu'effectivement, certaines personnes n'en ont pas besoin, ce qui a changé un peu mes croyances aussi, parce qu'on dit toujours que c'est entre 7 et 9 heures, mais non, il y a des gens qui, moins de 7 heures, peuvent avoir suffisamment, ce qui est un avantage justement pour certains types de Ouais. personnalités. Et du coup, pour terminer l'interview, Yves, que pourrais-tu conseiller aux entrepreneurs, aux indépendants, aux thérapeutes, aux coachs qui, depuis 2 ans, 2 ans et demi, sont effectivement dans cette ambiance anxiogène, stressante, par rapport à finalement un nouveau monde, parce qu'on ne reviendra jamais à l'ancien, mais on ne sait pas ce que la suite va nous donner. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil rapidement, hein, puisque Et- oui, très rapidement. J'ai fait une mini capsule pour IPRA il y a quelques semaines sur le sujet, ben, je parce que mettrai alors le lien. beaucoup de personnes venaient en me disant, mais Yves, enfin, c'est la catastrophe, hein, c'est la fin du monde, etc. Alors, il faut comprendre que notre cerveau, hein, tu le sais, on ne peut pas penser positif et négatif en même temps. Donc, si je me laisse envahir par ces pensées négatives, je suis en train de nourrir cet égrégore, hein, cette grande Mhm. marmite négative, et donc évidemment, je suis de plus en plus en résonance avec l'angoisse, l'anxiété, catastrophe. Alors que si je discipline un minimum mon esprit, mais sans forcer vers le positif, c'est l'inverse, je vais pouvoir voir du positif. Donc j'ai rappelé cette expérience qui avait été menée par Mind Life Institute il y a je ne sais plus combien d'années, 10-15 ans. Je crois que c'était à Washington. Il y avait beaucoup de violence dans la ville de Washington, et donc à un moment, le Dalai Lama avec le Mind Life Institute ont décidé de faire une expérience de méditation Oui. au bénéfice de Washington et de certains quartiers très violents. Et donc, il y avait, je ne sais plus si c'est des milliers ou des millions de personnes qui ont médité, parce que il y a eu une expérience du même genre faite par Sri Ravi Shankar, c'est Art of Living, là, il y avait 6 millions de méditants.
je ne sais plus si c'est aussi quelques millions ou quelques milliers, bref, en tout cas à Washington, pendant 6 mois, ils ont observé une baisse drastique du nombre de violences, Je me et souviens, oui. principalement dans les fameux quartiers. Donc ça veut dire que mon conseil, c'est déjà orienter votre pensée vers ce que vous avez envie de vivre comme type d'avenir, ou ce que vous avez envie de transmettre comme amour inconditionnel à vous-même, à votre environnement, à vos proches, mais aussi aux personnes extérieures. Et donc moi, c'est ce que j'essaie de faire. À côté de ça, j'utilise les outils que je préconise. Je fais du tapping, je fais de la cohérence cardiaque compassionnelle, qui fait partie de Self-Emotional Balancing. Je vais repérer les parts de moi. Quel est le besoin de cette part? Quelle est la peur de cette part? Quel est son besoin d'agir tel qu'elle fait? Quelle est sa peur si elle ne le faisait pas? Tu vois? Et à partir du moment où on clarifie notre système de fonctionnement, hein, la clarté du self, eh bien, ça me permet de ne plus être un bouchon qui suit la marée et déjà de te dire, OK, je peux garder un cap et je peux choisir d'être dans le moment présent. Et dans le moment présent, il ne se passe rien. Il y a une très belle vidéo de Muji qui s'appelle La leçon de conduite, où à un moment, il dit ça, il dit, peut-être qu'il se passe quelque chose autour de vous, mais à vous, là, il n'arrive rien. C'est juste une pensée qui est en train de vous dire, oh, catastrophe, hein, il tombe des poissons du ciel, vous avez vu tel mec et tel mec, un Trump, que sais-je. Ce qui est vrai, hein, je comprends que c'est des genres de gars qu'on n'a pas, enfin en tout cas pour moi, je n'ai pas nécessairement envie de les fréquenter, mais si je reste dans cette atmosphère délétère, destructrice, une chose est certaine, lui, il ne se sera rien passé dans sa vie, hein, il continuera à être tel qu'il est, mais moi par contre, je me serais pollué, j'aurais tué ma paix intérieure. Et ça, c'est une des phrases de Bouddha. Hein, ne laissez jamais les pensées extérieures détruire votre paix intérieure. Donc, et ça, c'est notre responsabilité, d'en être conscient, puis deux, d'essayer d'agir pour se détacher de ça. Donc, repérer les parts, faire une intention de compassion pour soi, pour l'univers, pour ce qui se passe, aider notre esprit à rester branché sur la bouteille à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide, etc. Et à côté de ça, un accompagnement personnel, évidemment. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Si on n'arrive pas avec ces conseils que probablement les gens qui nous écoutent ont déjà entendus, si on n'arrive pas à passer cette cap-là parce qu'on n'a pas les ressources, ben autant alors à ce moment-là, petite sonnette d'alarme, dire ben voilà, j'ai besoin d'un accompagnement parce que ça va me permettre d'être plus serein de la journée, meilleur dans mes affaires, plus focus. Il y a plein d'éléments. Il faut savoir aussi, il y a un élément dont je n'ai pas parlé, mais qui fait aussi partie du programme de l'école maintenant, c'est tous les réflexes archaïques. Oui. Les réflexes archaïques nous influencent énormément en termes de capacité d'apprentissage, de stress de fond, le mutisme sélectif, par exemple, le fait de se cogner tout le temps. Enfin, donc, c'est des choses qu'on intègre aussi parce que maintenant, quand j'ai des patients qui ont des traumas, d'office, je leur fais faire le testing en réflexe. Et très souvent, d'ailleurs, le moment même, les gens se sentent complètement détendus. Tous les TDAH, hein, les troubles de l'attention, l'hyperactivité, 9 fois sur 10, c'est un réflexe qui n'est pas intégré, un ensemble de réflexes. On les travaille, tout le système se dépose, et après, on liquide les petites croyances qui s'étaient installées, et c'est terminé. Ça va assez vite pour les enfants ou les adultes. Donc, voilà, c'est toutes des choses, des approches psychocorporelles, pas uniquement psy, pas uniquement corporelles, mais entre les deux. Ouais. Donc, voilà. Ok. Mais écoute, en tout cas, Yves, un tout grand merci pour ton temps, pour ta vulnérabilité, pour ton partage. Franchement, j'étais impatient d'avoir cette interview, cet échange avec toi. Je suis très content que tu aies pu trouver 1 heure de ton temps. Merci. Écoute, moi aussi, j'étais très heureux de te revoir. Donc, voilà. De loin, mais ça fait plaisir et on voit qu'effectivement, ces relations humaines que l'on crée au cours d'une carrière, ben c'est quelque chose qui est puissant et puis qui est aujourd'hui d'autant plus avec le temps, hein, on se ressource. Voilà. Si maintenant ceux qui nous ont écoutés ont envie d'aller un peu plus loin, suivre un petit peu ce que tu proposes, quels sont les meilleurs endroits pour te retrouver? Bon, il y a 2 sites. Il y a aussi évidemment sur Facebook. Hein. Donc, il y a le site IPRA, donc c'est www.iepra.com. Ça, je l'avais, je le mettrai en Et alors, description. il y a mon site www.yves, donc YVES, trait d'union, c'est le trait du milieu, Wauthier, WAUTHIER.com, donc yves-wauthier.com. Ou sinon, sur les pages Facebook, il y a des pages IPRA qui bougent beaucoup. Il y a une page Self-Emotional Balancing qui parle plus de mon outil. Bon, c'est plus pour échanger pour les patients ou pour les personnes qui ont fait la formation. Donc, en gros, on est très soutenant. C'est-à-dire qu'on cherche vraiment à ce que les personnes puissent s'intégrer. Voilà. Il y a aussi LinkedIn, on peut trouver mon profil. Je suis présent, voilà. Mais donc, il ne faut pas hésiter. Hein. Voilà, si vous avez des questions, moi, c'est toujours avec plaisir que j'y réponds. Donc, oui, bah écoute, avec grand plaisir, je mettrai toutes ces informations-là en descriptif. En tout cas, un tout grand merci, Yves, et j'espère qu'on pourra
se recroiser, soit ici sur les terres canadiennes, soit quand je Oui, retournerai oui, ça te ferait plaisir, en, ça me ferait plaisir de ben oui, regarder. en Europe, qui sait, qui, euh, qui sait, effectivement, avec les possibilités de voyage que l'on pourra avoir dans les prochaines années. Oui, Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel invité. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit en commentaire de cette vidéo, soit directement auprès de Yves. Et d'ici eh bien, notre prochain invité, prenez soin de vous. Salut, salut.